Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. La révision de la liste électorale commence dans quelques jours avec plus de 100 000 centres d'enrôlement ouverts sur le territoire national. Déclaration de la commission électorale indépendante qui annonce des innovations cette année. Le secteur avicole en crise, les acteurs annoncent des pertes de près de 10 milliards de francs CFA en raison de la pandémie de Covid-19. C'est le dossier du jour, on en parle dans quelques instants. Et puis l'épineux dossier de l'hydroxychloroquine, tantôt efficace, tantôt inefficace contre le Covid-19. L'OMS fait volte-face seulement 10 jours après l'avoir arrêté. La révision de la liste électorale se déroulera du 10 au 24 juin avec 108 048 centres d'enrôlement ouverts sur le territoire national et 84 autres à l'extérieur. Déclaration du président de la commission électorale indépendante ce jeudi qui annonce des innovations dans ce contexte de crise sanitaire. Yéli Traoré. C'est officiel. La révision de la liste électorale est prévue du 10 au 24 juin sur le territoire national et du 13 au 24 juin pour les Ivoiriens vivant à l'étranger. Elle va se dérouler sur 15 jours. Cette annonce a été faite par Ibrahim Koulibaly Kuiber, président de la CEI, au cours de la conférence de presse sur la révision des listes électorales, prélude à l'élection du prochain président de la République, prévue pour le mois d'octobre 2020. La révision de la liste électorale est très importante pour nous parce que c'est elle qui confère la qualité d'électeur, laquelle qualité vous invite à l'élection. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pouvez pas participer à l'élection, qui est l'objectif final. Il y a deux catégories de personnes qui sont concernées par la révision de la liste électorale. Il y a celles qui existent déjà sur la liste électorale et celles qui viennent pour la première fois s'inscrire sur la liste électorale. Celles qui existent sur la liste électorale, ce sont les anciens. Ils viennent parce qu'ils veulent changer de lieu de vote, par exemple, ou bien, si c'est une femme mariée, et elle souhaiterait qu'on mentionne sur la liste électorale le nom qu'elle porte dans ses documents officiels. La deuxième catégorie, qui est la catégorie 2, c'est celle-là qui concerne les citoyens qui sont déjà majeurs, mais qui viennent pour la première fois se faire enregistrer sur la liste électorale. Les mineurs qui sont devenus majeurs, ce qu'on appelle les nouveaux majeurs, qui viennent également se faire enregistrer pour la première fois. On va distinguer deux types d'enrôlement. Il y a l'enrôlement en ligne et il y a l'enrôlement physique. L'enrôlement en ligne, qui est l'innovation, ne concerne que les personnes qui sont déjà inscrites sur la liste électorale, c'est-à-dire les anciens électeurs qui sont déjà sur la liste électorale. Ces anciens électeurs veulent mettre à jour leur information. Il n'est point besoin pour eux désormais de se déplacer pour venir dans un centre d'enrôlement, ils peuvent le faire en ligne. Le responsable de la commission en charge des élections a donné l'assurance de la tenue et de la bonne organisation du scrutin à la date prévue, en dépit des incertitudes liées à la crise sanitaire du Covid-19. À noter que cette conférence de presse du président de la commission électorale rentre dans le cadre de la politique visant à informer la presse et l'opinion nationale de l'évolution des préparatifs du scrutin présidentiel d'octobre 2020. Je tends la main au président Alassane Ouattara. Première déclaration de l'ancien ministre de la Jeunesse ivoirienne, Charles Blé Goudé, après l'assouplissement de sa liberté conditionnelle. Dans un entretien ce jeudi, il affirme sa volonté de rentrer en Côte d'Ivoire et annonce la création d'une nouvelle coalition politique. Pierre Dipomélin. Après l'assouplissement par la CPI, Cour pénale internationale, du régime de liberté conditionnelle de l'ex-patron de la Galaxie patriotique et leader du COJEP, Blé Goudé, lors d'un entretien sur France 24, a affiché son intention de revenir en Côte d'Ivoire. J'ai instruit mon parti, le COJEP, de prendre tous les contacts utiles pouvant faciliter mon retour en terre natale. J'en ai fait de même avec de bonnes volontés dans ce sens, vu qu'il y a plusieurs années que je n'ai plus remis les pieds chez moi. Les contacts étant difficiles, j'ai donc instruit les personnes su-indiquées. Il appartient à la Côte d'Ivoire de saisir cette perche-là pour regrouper ses filles et ses fils, pour faire oublier cette page douloureuse que notre pays a connue. J'espère que cela sera fait. Charles Blé Goudé a également annoncé la création d'une nouvelle coalition du COJEP, son parti politique, avec divers acteurs de la société civile ivoirienne. Si Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés par la CPI, il faut noter qu'un procès en appel dans cette même cour est pendant. Son retour évoqué non plus n'est pas si simple.
vu qu'il est condamné par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour viol, acte de torture et homicide volontaire. Le bilan est toujours en hausse en Côte d'Ivoire, 52 nouveaux cas enregistrés ce jeudi, 0 décès et 54 personnes guéries. On écoute les précisions du directeur de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 4 juin 2020, 152 nouveaux cas de Covid-19 sur 706 échantillons prélevés, soit 21,5% de cas positifs. 54 guéris et 0 décès. À la date du 4 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 3262 cas confirmés, dont 1584 personnes guéries, 35 décès et 1643 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 29 228. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il demande aux populations de rester prudents, d'être disciplinés et de respecter les mesures barrières. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de pouvoir contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Vous avez donc entendu les précisions de Mamadou Samba. On enregistre donc désormais, comme indiqué sur cet histogramme, 3262 personnes contaminées à la maladie à coronavirus, 1584 guéris et 35 personnes décédées, ainsi que 1643 cas actifs. Et dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a reçu ce matin une enveloppe de 500 millions de francs CFA de l'Agence française de développement. C'était en présence de Salif Yalekwe et Harouna Zeba, reportage. En premier plan, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'Institut Pasteur a reçu ce jeudi un important appui, fruit de la coopération franco-ivoirienne. La somme de 500 millions de francs CFA pour cet institut d'excellence dans le cadre du contrat de désendettement et de développement enseignement supérieur. Un institut dont les performances ont été saluées par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. La France s'enorgueillit d'être le premier partenaire bilatéral de la Côte d'Ivoire sur justement la gestion de la crise Covid et plus globalement sur les questions de santé. Ce chèque de 500 millions vient après un autre chèque, il y a quelques jours, de 4,8 milliards. Un appui salué par les autorités ivoiriennes à travers le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Évidemment, à l'entournure, je remercie la France pour ce don à hauteur, j'aurais dit, inestimable. À quoi servira cet important apport financier à cet institut ? La directrice générale présente les priorités. Ce chèque-là va servir à l'achat d'équipements de pointe et puis d'équipements de sécurité. Parce que l'Institut a comme mission de travailler sur des agents dangereux. Et il ne faut pas bien sûr que les personnes qui travaillent sur ces agents se contaminent. Créé en 1972, l'Institut a entre autres pour mission la recherche, la formation, le diagnostic et la surveillance épidémiologique. Malgré la réouverture des maquis et restaurants, le secteur avicole démarre timidement avec presque 2/3 des ventes destinées à ces espaces de loisirs. Le secteur est durement affaibli par la pandémie de Covid-19 avec des pertes estimées à près de 10 milliards de francs CFA. Quelle solution donc pour cette filière, maillon essentiel de la production animale en Côte d'Ivoire? C'est le dossier du jour proposé par Nadja Eja, Eric Kimou et Tanguy Kona. C'est au lever du jour que nous retrouvons dans sa ferme de poulets de chair située à Bassam, Maurice Yaba, investi dans cette activité depuis 1976. L'homme est occupé à superviser le service quotidien de ses 5000 sujets. Ce lot de gallinacés, il l'a reçu il y a seulement 5 jours, après moult difficultés rencontrées sur la vente du lot précédent en raison du coronavirus. Et ici, la bande qui était avant, pendant la période du coronavirus, je suis allé jusqu'à 67 jours, au lieu de 45 jours maximum. Ben oui, mais c'est des pertes. Pour Maurice Yaba, le manque de débouchés n'a pas que réduit son chiffre d'affaires.
La situation a induit en outre un fort taux de mortalité dans l'exploitation avicole et un surcoût d'environ 2 tonnes d'aliments pour la consommation des sujets. À l'aide de sa calculatrice, il évalue les pertes. Alors, ces 2 tonnes-là, c'est une perte sèche. Parce qu'on ne peut pas vendre le sujet. Si c'est vendu au poids, d'accord, mais avec la majeure partie des clients qui viennent, ils ne pèsent pas. C'est le marché courant. Quand ils viennent, ils voient la grosseur, ils disent bon, c'est bon, on prend. Mais en général, ça varie entre 1800 et 2000 quand c'est gros. Vous ne pouvez pas aller plus. Alors, on a 490 morts divisé par 5000, 9,80% de mortalité. 9,8% du taux de mortalité pendant le Covid-19 contre moins de 4% en période saine. Comme Maurice, les éleveurs sur l'ensemble du territoire sont touchés. Tel un effet domino, la mévente des poulets arrivés à maturité a engendré la baisse des ventes pour tous les acteurs, comme le cas de cette société d'importation, de fabrication d'alimentation animale et de poussins. Les clients qui avaient déjà commandé les poussins ont eu fait des reports, des reports de leurs commandes. Et puis à ce niveau aussi, il y a eu des méventes avec des clients qui étaient déjà en exercice. Voilà. Et puis bon, il faut aussi souligner que cette mévente aussi a engendré les baisses d'activité, les baisses des ventes. Pour faire face aux ravages du Covid-19, certaines structures ont dû mettre en place des stratégies d'urgence. Il y a eu une chute. Donc à partir de cette chute-là, ce qu'il fallait faire, donc il fallait assurer l'abattage. Donc c'est des volumes importants qui n'étaient pas prévus être stockés. Donc on a dû les stocker dans notre chambre froide ici en interne et même trouver des opportunités en dehors même de notre chambre froide interne à l'extérieur pour pouvoir faire ce stockage. On a mis en marche l'ouverture de nos dépôts. Dépôts vendent des produits, des poulets filés et puis aussi des œufs. Donc dans cette perspective, il y avait une assurance d'avoir des ventes. Et c'est ce qui a fait que ceux qui avaient pris avaient la confiance de continuer parce que derrière, on pouvait les aider à écouler les produits. Chez le leader de la commercialisation de poulets frais, les poulets prêts pour la vente sont stockés en chambre froide dans l'attente de la réouverture des maquis et restaurants qui représentent les 2/3 de la clientèle. C'est chose faite depuis le 23 mai dernier pour le Grand Abidjan. Cependant, le poids du coronavirus ne semble pas s'alléger pour les acteurs. Si les éleveurs se réjouissent de pouvoir écouler leur stock, certains se retrouvent confrontés à la pénurie des intrants. On avait fini la dernière bande, donc là on a nettoyé, ça fait maintenant 3 semaines. Vous avez tout le matériel qui est là, qui est déjà stocké, tout est déjà en place, on devait passer la commande. Mais malheureusement avec le problème de Covid, on ne peut pas passer de commande, on est obligé d'attendre jusqu'en juillet. Avec une production de 1,7 milliard d'œufs et 45 millions de volailles par an, la Côte d'Ivoire est presque autosuffisante. Mais ces résultats satisfaisants pourraient être à la baisse si rien n'est fait. À la tête de l'interprofession avicole de Côte d'Ivoire, Sylvain Gota plaide. Si nous n'avons pas d'appui, il est évident que beaucoup d'éleveurs risquent de connaître des faillites. Donc c'est notre plaidoyer auprès du gouvernement de permettre l'abattage, de financer le stockage et de permettre la reprise des activités, parce que les pertes sont multiples. Nous évaluons le besoin au niveau de la filière autour de 10 milliards. Pour lui, il faut voir au-delà de cette crise des opportunités. Je voulais juste demander aux éleveurs ivoiriens de ne surtout pas se décourager et de considérer que derrière toute crise, on peut déceler des opportunités. Nous avons une oreille attentive du côté du gouvernement, donc nous espérons très bientôt pouvoir apporter aux éleveurs des informations, des éléments qui, je dirais, permettront d'essuyer leurs larmes. La filière avicole est composée de plus de 4000 opérateurs économiques pour environ 200 000 emplois et 250 milliards de chiffres d'affaires par an. Direction le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Comment les douanes ivoiriennes font front au Covid-19 au port de San Pedro, l'un des plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Élément de réponse dans ce reportage
exclusive de nos envoyés spéciaux, Témé Danger et Mathurin Badet. Ce sont des soldats de l'économie ivoirienne sur lesquels la Direction générale des douanes mise particulièrement pour réaliser son objectif budgétaire 2020 fixé par le ministère du Budget à près de 2000 milliards de francs CFA. Sur ce front, comme celui de la riposte à la maladie à coronavirus, ces douaniers du port de San Pedro, deuxième poumon économique du pays, avec un port classé premier exportateur mondial de fèves de cacao, répondent présents. La machine là, elle est obligatoire pour tout le monde. N'importe quelle personne qui rentre ici, on doit obligatoirement prendre la température. Ok, c'est un gage de sécurité. À la réunion quotidienne de l'état de service, avec ses 2 adjoints, le directeur régional revient sur les enjeux de l'heure. Des mesures ont été édictées par le gouvernement. Je pense qu'il est de notre devoir, n'est-ce pas, de les appliquer. Voilà. Et à nos agents et aux opérateurs économiques. Voilà, donc il faut veiller à ça. Les agents, n'est-ce pas, puissent être présents à leur poste, faire le travail comme il se doit, recevoir les opérateurs, n'est-ce pas, comme il se doit, et tout en respectant, n'est-ce pas, ces mesures barrières-là. Je compte vraiment sur vous pour la mise en œuvre effective, n'est-ce pas, de ces mesures-là. Des assurances lui sont données, mais pas question pour le chef de l'une des directions régionales des douanes ivoiriennes de ne pas s'imprégner de la réalité du terrain. La descente qui se veut inopinée débute au guichet unique Café Cacao. Ce service, avec ses cellules opérationnelles, est le principal pourvoyeur de recettes au sein de cette importante direction régionale de l'administration douanière du pays. Notre service est chargé d'assurer les opérations de dédouanement du café et du cacao. Donc ici, les déclarations nous parviennent ici, on les traite, on donne les bons enlevés, on édite les bons enlevés qu'on remet aux déclarants afin que le cacao de Côte d'Ivoire ne puisse être embarqué au sein du port de San Pedro pour être exporté. Ici, rien à signaler. Les directives édictées dans la note circulaire du directeur général en matière de lutte contre le Covid-19, notamment la mise en place d'un système de rotation en vue du respect du principe de la distance d'1 mètre entre les agents, sont scrupuleusement respectées. Peu après, Cap est mis au poste de contrôle numéro 3. Là encore, les hommes assurent le service dans le respect des dispositions barrières. C'est tout à l'honneur de monsieur le DG des douanes, qui a pu, dès le début, n'est-ce pas, qui a pris toutes les mesures nécessaires pour que l'administration des douanes soit efficace. C'est-à-dire assurer, n'est-ce pas, son travail. Il y a eu des mesures d'allègement, des mesures de facilitation, ainsi que des mesures, n'est-ce pas, barrières, pour que l'administration puisse répondre, n'est-ce pas, aux requêtes, n'est-ce pas, des différents usagers. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une mesure de sauvegarde nationale. Parce que la pandémie, comme on le dit, c'est un microbe invisible, mais qui est très dangereux. Donc ce sont des mesures à ne pas prendre à la légère. Sur la période commerciale mars-avril-mai, les services douaniers ont vu leurs prestations plombées par la crise sanitaire de la Covid-19. Les déclarations en détail, pour ce qui concerne le binôme café-cacao par exemple, sont passées d'un volume journalier de 50 à moins de 30. Mais les soldats de l'économie de l'une des 6 directions régionales de l'administration douanière ivoirienne gardent morale et sourire. C'est un feuilleton qui dure depuis le début de la pandémie de Covid-19 et qui apporte chaque semaine son lot de rebondissements et de polémiques. La chloroquine refait encore parler d'elle. L'Organisation mondiale de la santé décide de reprendre les essais cliniques quelques jours seulement après les avoir suspendus. Pourquoi ? Élément de réponse dans ce reportage de Yéli Traoré. Fin avril, l'Organisation mondiale de la santé a lancé des essais cliniques portant notamment sur l'hydroxychloroquine, baptisée Solidarité, dans le but de trouver un traitement efficace contre le Covid-19. Le 25 mai, l'autorité sanitaire mondiale avait annoncé la suspension de ces essais suite à la publication d'une étude dans la revue médicale The Lancet, jugeant inefficace, voire néfaste le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Après analyse des données sur la mortalité, les membres du comité de sécurité et de suivi ont décidé d'une reprise des essais cliniques. Le comité de sécurité et de suivi des données des essais cliniques Solidarité a examiné les données. Sur la base des chiffres de mortalité disponibles, les membres du comité ont recommandé qu'il n'y avait aucune raison de modifier le protocole d'essai. Le groupe exécutif a reçu cette recommandation et a approuvé la poursuite de toutes les branches des essais cliniques Solidarité, y compris l'hydroxychloroquine.
hydroxychloroquine. Pour les responsables de l'OMS, il est important de reprendre ces essais afin de s'assurer de l'efficacité ou non de cette molécule. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve qu'un médicament réduit réellement la mortalité chez les patients qui ont le Covid-19. Et en fait, c'est une priorité urgente pour nous tous de faire des études nécessaires, de faire des essais cliniques randomisés. La suspension des essais devait permettre à l'OMS d'analyser les informations disponibles et rendre une décision à la mi-juin. Mais alors que la revue The Lancet a pris ses distances mardi soir avec l'étude, en reconnaissant dans un avertissement formel ses suspicions, l'OMS a publié ses conclusions plus tôt que prévu. Au Sénégal, le gouvernement annonce un allègement du couvre-feu et une reprise du transport entre les villes du pays, et ce après 2 nuits d'incidents et de protestations contre les mesures destinées à contenir le virus. Déclaration du ministre de l'Intérieur ce jeudi, Yeli Traoré. Devant la tension grandissante, le président Macky Sall a ordonné mercredi en Conseil des ministres de desserrer à nouveau la vis en évoquant une stratégie d'assouplissement graduel des mesures restrictives. Il avait déjà annoncé un premier assouplissement des mesures coercitives le 11 mai. Le couvre-feu, qui entrait en vigueur à 21h, a été repoussé à 23h et prend fin à 5h du matin, selon une annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye. À compter de ce jour, il sera prononcé la levée des restrictions de transport sur l'étendue du territoire national avec le maintien du couvre-feu de 23h à 5h du matin. Les gares routières reprendront du service pour le transport urbain et interurbain. Toutefois, une heure de fermeture est prévue pour toutes les gares routières interurbaines. Le ministre des Transports en conviendra avec les acteurs. La grogne est montée contre les restrictions imposées aux mouvements et aux activités depuis mars. Elles affectent particulièrement les personnes défavorisées dans un pays où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale, et où beaucoup vivent au jour le jour dans l'économie informelle. Le Sénégal a aussi connu une grève des professionnels du transport, secteur sévèrement affecté par l'interdiction de circuler entre les villes. C'est un grand soulagement pour les restaurants et les maquis. Leur réouverture après 9 semaines d'arrêt. Si elle reste timide dans les restaurants, les Ivoiriens affluent les maquis avec des propriétaires qui essaient tant bien que mal de faire respecter les mesures barrières. Un sujet à découvrir juste après le JT et la météo de Maïmouna. Un extrait. Après l'analyse, le responsable du laboratoire se rend au bureau du service approvisionnement pour présenter les résultats. Camarade, j'ai un résultat de prière 232. Voilà le résultat. En définitive, la décision de refuser ou accepter le contenu d'un camion revient au directeur de l'usine. On a décidé que notre seuil d'admission des noix en fonction de la qualité, ce serait un seuil à hauteur de 46,5. Donc si c'est inférieur à 46,5, on refuse. Avant de vous quitter, je vous rappelle que la meilleure protection contre le Covid-19 est le respect des mesures barrières, la distanciation physique et le port du masque. Ce jeudi 4 juin 2020, on dénombre donc dans le pays 3262 personnes contaminées au Covid-19, 1584 personnes guéries et 35 personnes décédées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.